Allons maintenant voir du côté de la boîte noire, c'est-à-dire le cerveau. Lorsque l'on apprend, que se passe-t-il? Exactement, quelles sont les opérations intellectuelles convoquées? Pour ce faire, nous allons interroger la psychologie cognitive. La psychologie cognitive est une sous-discipline de la psychologie. Le terme de cognitif renvoie à la cognition. Cognitio, connaissance, action d'apprendre. Le but de la psychologie cognitive est de comprendre l'acquisition, l'organisation et l'utilisation de nos connaissances. Bien sûr, le terme de connaissance est à prendre au sens large. Il s'agit de ce qu'on sait à propos de quelque chose. Il ne s'agit pas seulement des connaissances scolaires, mais également de toutes les informations acquises tout au long de notre vie, au gré de nos contacts avec notre environnement. Alors voyons ces quelques aspects de l'exercice de la pensée en classe, bien nécessaires pour permettre aux élèves de s'approprier des contenus de savoir. Alors tout d'abord, un schéma cognitif qui résume une représentation visuelle des domaines des sciences cognitives. Nous avons d'abord la perception qui nous renvoie au tri d'informations, un filtre personnel, des états mentaux personnels. La notion de représentation, c'est-à-dire les préjugés, les stéréotypes, les lieux communs, les méconnaissances qui ont à voir avec cette notion de représentation. Le concept de résolution de problèmes, avec notamment la situation problème, le conflit socio-cognitif, le groupe de travail, l'étayage et la régulation, l'inside, comme j'ai pu en parler dans une capsule précédente. Quatrième domaine qui intéresse la psychologie cognitive, la conceptualisation, qui appelle les termes comme métacognition, secondarisation, objectivation, abstraction, réflexion, prise de conscience, autant de termes et de concepts, de notions que vous pouvez par vous-même aller creuser. Et bien sûr, le 1, 2, 3, 4, 5e domaine, la mémoire à long terme, à court terme, le stockage de connaissances, la différence entre connaissances personnelles et savoirs partagés. Tiens, quelle est-elle d'ailleurs? Eh bien, la connaissance, elle est toujours personnelle. Les savoirs, justement, ce sont des savoirs partagés par une communauté, reconnus par une communauté scientifique et qui sont donc enseignables. Alors, quelles sont ces opérations intellectuelles, très précisément, pour apprendre? Eh bien, il y a percevoir. On perçoit quelque chose, par exemple une tâche scolaire à effectuer, avec une consigne. Du coup, les élèves vont évaluer ce qui leur est demandé, évaluer le support, un matériel qui peut être fourni. Ils vont se représenter ce qui est à faire, ce que veut dire la consigne. Ensuite, ils peuvent être amenés à effectuer des manipulations, ça veut dire manuelles bien sûr, mais aussi des manipulations qui peuvent amener à des réflexions, à faire fonctionner le cerveau, à appeler donc à activer des opérations intellectuelles, par exemple reconnaître, différencier, comparer. Tout cela donc les conduit à effectuer ce qu'on appelle en sciences cognitives les catégorisations, de manière à pouvoir mettre en lien, relier, délier, trouver des liens logiques à partir de différents paramètres repérés au travers des manipulations des activités effectuées dans le cadre d'une tâche scolaire attendue. Pour in fine, finalement, parvenir à des déductions, on appelle cela inférer, et chemin faisant, les élèves vont raisonner, convoquer des formes de raisonnement de manière à pouvoir conceptualiser, c'est-à-dire former un concept nouveau, ce qu'ils ont donc à retenir, à comprendre, à apprendre, et qui va être ensuite intégré ou restructuré, ce qui nous renvoie, chez Piaget, aux notions d'assimilation et d'accommodation. Alors, voyons un peu plus en détail cette typologie d'opérations intellectuelles pour apprendre. Donc, percevoir, le cerveau perçoit des éléments de notre environnement et des sensations issues de notre corps, des structures de notre cerveau traitent nos perceptions, observations, sensations, émotions, etc. Évaluer, se représenter
Nos neurones codent les objets et les situations perçues de l'environnement physique, social et culturel et les confrontent aux représentations mentales qui sont en mémoire. Toute interprétation de nos perceptions, de nos sensations, en est une représentation mentale. La représentation mentale est un modèle réduit et simplifié, peut-on dire, de la réalité extérieure. Pour comprendre, il faut catégoriser, voilà ce que nous dit les sciences cognitives, il faut faire appel à la catégorisation, c'est-à-dire réaliser une catégorie, affecter un objet à une catégorie existante ou créer une nouvelle catégorie. C'est une manière de structurer la connaissance, la comprendre et la mémoriser. La catégorisation va permettre de classifier, de sérier, de résoudre des problèmes, c'est-à-dire de conceptualiser ou former des concepts, des catégories qui sont donc abstraites et généralisées avec des propriétés spécifiques d'ordre épistémique, c'est-à-dire scientifique. La catégorisation intervient dans les processus de reconnaissance et d'identification des objets, de compréhension de raisonnement et de résolution de problèmes. La mise en relation permet de connecter les connaissances entre elles. Cela va affiner la conceptualisation. Similarités, variables permettent de mieux saisir par l'esprit un phénomène. La mise en relation permet de définir des champs conceptuels. L'inférence est la production de nouvelles connaissances qui n'étaient pas présentes dans l'esprit de l'individu. Voilà, c'est la définition du terme. Intégrer et restructurer ces connaissances est l'ultime phase d'un apprentissage, de la rencontre avec une connaissance ou une situation inédite. Au sens de Piaget, on incorpore les objets de savoir nouveaux à la structure cognitive d'accueil du sujet, auquel cas on parle d'assimilation, ou bien il convient de réélaborer ces connaissances pour que les objets de savoir trouvent leur place dans la structure cognitive du sujet, ce qui s'appelle l'accommodation. Dans les deux cas, c'est un souci d'équilibration entre le nouveau de l'apprentissage et l'ancien, ce que l'on sait déjà, qui est recherché. Il s'agit là de la théorie des schèmes, des structures d'action mentale ou physique, et de l'apprentissage selon Piaget, qui est appelé pour comprendre donc le phénomène cognitif de l'apprentissage. Mais nous allons y revenir un peu plus loin. Alors, tout commence par la perception pour commencer. Voyez cette image, que voyez-vous avec cette image? Selon que votre esprit est amoureux ou jardinier, on voit soit un vase, ou bien l'approche de deux visages pour peut-être un baiser. Selon les individus, les états d'esprit, des filtres personnels, on ne perçoit pas tous la même chose. D'où l'importance en classe de travailler sur ce stade de perception et de l'évaluation de la représentation individuelle des élèves, qu'on appelle communément les conceptions initiales, qu'il convient donc de faire émerger en début de séance. Chacun peut évaluer différemment ce qui est présenté en classe. Vient ensuite un travail de catégorisation lorsqu'il s'agit par exemple, face à un lot de figures, de déterminer ce qui est carré et ce qui n'est pas un carré. Ces opérations de catégorisation consistent à comparer, différencier, trier, associer, séparer pour créer des catégories. Souvent en classe, on dit « faites des familles ». On dit cela en école élémentaire. On pourrait poser la question « pourquoi créer des catégories? Pourquoi donc catégoriser ?» En fait, c'est une opération de simplification, parce que face à la complexité du monde, la solution la plus pertinente intellectuellement pour appréhender la complexité du monde, la complexité du réel, c'est de le découper en morceaux, ou plutôt en catégories, à partir desquelles on fera des mises en relation. C'est-à-dire qu'on va lier, relier, délier, de manière à déduire quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on ne savait pas auparavant et qui va structurer ou bien restructurer des connaissances anciennes dans ce jeu d'assimilation-accommodation, comme nous l'explique le psychologue Jean Piaget. Alors les représentations évaluent les perceptions. C'est vrai que les apprenants n'arrivent pas en formation l'esprit vide, ils ont sur le sujet traité des idées, des images, des impressions, des habitudes acquises au fil de l'expérience ou des discussions familiales. Ces connaissances n'ont souvent rien de scientifique, elles peuvent être liées à des préjugés, des idées toutes faites, des événements particuliers. Et cela fait que l'on va percevoir à sa manière personnelle, en fonction donc des connaissances qu'on peut avoir, de ces préjugés, d'idées toutes faites ou d'idées relevant du sens commun, on va
se représenter ce que l'on perçoit d'une manière ou d'une autre et très différemment d'un élève à un autre, d'un individu à un autre. Il faut noter que ces représentations sont profondément ancrées dans les têtes. Les représentations mentales sont toujours présentes. Pour tout individu, le rapport à l'environnement est constitué d'une multitude de représentations à partir de filtres de perception. Le contenu de la représentation est une organisation d'éléments épars d'origine perceptive, par exemple le soleil se lève, ou provenant d'observations empiriques ou d'expériences, par exemple le savon est glissant. Ces représentations permettent de comprendre ce qui se passe et d'agir en conséquence. Elles sont bien souvent inconscientes, on n'a pas conscience de ces représentations en tant que telles, car elles se présentent comme étant la réalité elle-même. Il s'agit de références familières qui vont de soi et sur lesquelles on n'éprouve pas le besoin de s'interroger. Elles sont le support des discours et des actions, elles ne sont pas directement observables. Les représentations sont toujours empiriques et peuvent être erronées au regard des connaissances scientifiques, bien sûr. Et justement, le but de l'enseignement, c'est précisément de faire évoluer les représentations, de les transformer, voire de les remettre en cause. Partir des représentations mentales des élèves en début de leçon est un moyen d'obtenir des indices sur la boîte noire, c'est-à-dire le cerveau des élèves, qu'est-ce qu'ils savent, qu'est-ce qu'ils ne savent pas, qu'est-ce qui pourrait être un obstacle à surmonter, et donc c'est un moyen pour connaître leur conception et du coup préparer la leçon. Ça permet de collectionner éventuellement les conceptions erronées qu'il faudra faire évoluer au moyen de stratégies de contournement spécifiques. Le repérage des représentations permet bien de construire les situations d'enseignement les plus adaptées au public qu'on a devant soi. Car apprendre, c'est bien transformer les représentations mentales des individus, lesquels individus vont évoluer dans un travail en petits groupes, en favorisant les échanges entre élèves et élèves-professeurs et des conflits socio-cognitifs. Qu'est-ce qu'un conflit socio-cognitif ? Face aux avis des uns et des autres, l'apprenant va se mettre en position de récusation de la conception contraire à la sienne, ou bien adopter immédiatement un nouveau point de vue. Le conflit socio-cognitif, c'est en fait se trouver en situation de rencontre avec un point de vue différent du mien en tant que personne qui est en train d'apprendre. Ça amène donc à hésiter, à se poser des questions, à revenir sur ce qu'on pensait savoir, et du coup, au terme donc d'un travail coopératif, d'un travail de groupe, l'apprenant va hésiter, alterner entre adoption et refus d'un autre point de vue que le sien. Un jeu d'interaction, de va-et-vient peut s'opérer entre l'impersonnel, les autres, et l'intrapersonnel, soi-même, pour transformer ce qu'on pensait initialement de quelque chose qui est à résoudre, à comprendre, à signifier. Après donc la notion de perception, de représentation, vient celle donc de catégorisation, qui est finalement un moyen extraordinaire pour pouvoir traiter les informations que l'on reçoit ou que l'enseignant élabore par la mise au travail dans une tâche scolaire qui est demandée. La catégorisation est une activité mentale qui consiste à placer un ensemble d'objets dans différentes catégories en fonction de leur similarité ou de critères communs. Donc catégoriser, je me répète, c'est comparer, reconnaître, différencier, discriminer, c'est créer des ensembles, des familles, en fonction de certains paramètres de liens logiques. C'est lier, relier, délier, mettre en relation. Et nous voyons donc un ensemble d'images, de jeux de cartes, de schémas, de travaux géométriques, qui sont bien des illustrations du fait qu'en classe, on passe beaucoup de temps à faire catégoriser les élèves, même si bien souvent on ne pense pas à ce mot-là. Avec ce travail de catégorisation est appelé des types de pensée pour le travail de groupe. En effet, une séquence de classe, c'est déjà un contenu disciplinaire, des concepts à faire construire à partir d'un champ disciplinaire. Selon des objectifs d'apprentissage, il est visé donc l'acquisition d'un objet de savoir bien donné. Cela amène donc l'enseignant à convoquer des opérations de pensée spécifiques en fonction de l'objet de savoir et du champ disciplinaire visé, pendant un travail en groupe ou un travail personnel afin que les apprenants puissent s'approprier les dits savoirs visés. Alors, bien sûr en classe,
Les élèves rencontrent des savoirs, mais cette rencontre de savoirs nécessairement active des opérations intellectuelles, ou autrement dit opérations cognitives ou opérations mentales, c'est la même chose. Alors quelles sont les opérations mentales qui peuvent être effectuées dans une classe? Eh bien, il y a par exemple la pensée inductive, qui revient à comparer pour chercher le point commun. La pensée déductive, qui consiste à expérimenter pour voir les conséquences. La pensée dialectique, où on va opposer pour trouver des relations. Et puis la pensée divergente, où on va associer pour créer du nouveau. Alors bien sûr, dans une séance, on ne va pas convoquer ces 4 types de pensées à la fois, mais lors de la préparation de la séance, il est important de se documenter sur les contenus, de savoir comment, par un travail didactique, les enseigner, mais aussi de se dire qu'on va nécessairement activer des opérations mentales chez les élèves, et quelles vont-elles être? Et à partir de ce panel que je viens de vous exposer, on va faire un choix, le choix le plus pertinent en fonction de l'objet savoir que les élèves doivent acquérir. Nous avons 2 grandes méthodes d'apprentissage en finale pour la classe. La méthode impositive ou transmissive, par exemple, voilà un carré, qu'est-ce qu'un carré? Et l'opération mentale sera tout simplement la mémorisation et la répétition. On est dans ce qu'on a déjà vu, le modèle transmissif, ou bien un modèle behavioriste, et peut-être parfois un modèle connectivisme où on est très magistro-centré, ou centré uniquement sur la parole de l'enseignant. En revanche, on peut avoir une méthode inductive de construction d'un concept, ça renvoie donc à une méthode constructiviste. Par exemple, au lieu de présenter un carré et de donner la définition, on va demander à des élèves qui seront face à différents carrés de différentes couleurs, posés de différentes manières, donc des carrés qui sont dont la représentation est variée. On va leur poser la question, cherche les caractéristiques communes de ces figures. Donc là, bien sûr, on va activer des opérations mentales comme l'observation, la comparaison et bien sûr la catégorisation. Les élèves vont voir, cela c'est un carré, cela c'est pas un carré, cela c'est un carré même si la couleur est différente de la couleur de l'autre objet, etc., etc. Et donc, on est dans autre chose en termes d'opération mentale que la mémorisation et la répétition. On est vraiment dans la situation d'un apprenant qui va se poser des questions et qui va effectuer des recherches pour trouver une solution et ainsi être plus en position, je dirais, d'élève qui apprend et comprend en même temps, plutôt que seulement mémorise. Alors bien sûr, ce genre de travail inductif amène à la dernière phase de séance qui est conceptualisée pour conclure, au moyen de raisonnement, de déduction, d'inférence. Conceptualiser, c'est quoi? C'est abstraire, généraliser. À partir d'un mot ou un signifiant, qui nous renvoie à l'idée toute simple d'étiquette, qui va définir un signifié, lequel signifié désigne une liste d'attributs, qui sont susceptibles d'être appliqués à des exemples, des référents, de façon à enrichir ou restructurer ces connaissances. Alors bien souvent, dans le cadre d'une leçon et de la trace écrite qu'il faut laisser auprès des élèves pour qu'ils se l'approprient, qui est finalement un résumé de la leçon, mais bien plus finalement ce qu'il convient de retenir en termes de formation d'un concept, les élèves vont rencontrer, donc sur cette trace écrite qu'il est préférable d'élaborer avec eux, bien des mots étiquettes qui désignent le concept même, c'est-à-dire une pensée abstraite en mathématiques, en grammaire, en géographie, etc., etc., qui définit un ensemble d'attributs qui font le concept, lesquels sont susceptibles d'être appliqués à des exemples. D'où en général ensuite un travail à partir des exemples ou à partir d'exercices d'application. Alors, tout cela nous ramène finalement à une mécanique d'accroissement des connaissances
Et je reviens à nouveau sur Piaget avec ses concepts phares d'assimilation et d'accommodation. Donc, je le répète, l'assimilation consiste en l'apport de connaissances nouvelles aux anciennes, sans difficulté particulière. L'accommodation, en revanche, conduit à une restructuration des connaissances, tant les savoirs nouveaux diffèrent des anciens, de manière à obtenir un équilibre dans le répertoire de ressources personnelles. Effectivement, il arrive un moment où les connaissances nouvelles que les élèves vont se construire dans une méthodologie constructiviste, ils vont se construire de manière à pouvoir résoudre une situation problématique en faisant appel à des ressources personnelles, à du conflit socio-cognitif, c'est-à-dire des avis divergents pour trouver une solution efficace face à un problème à résoudre. Ils vont donc construire un savoir, et ce savoir, soit il est proche de ce qu'ils savent déjà, et ils vont pouvoir enrichir ce qu'ils savent déjà, soit le savoir est tellement différent, il est tellement nouveau, il est tellement loin de ce qu'ils savent déjà, qu'ils vont être obligés donc de restructurer ce qu'ils savaient déjà. Et donc là, on est vraiment dans la restructuration des connaissances anciennes en des connaissances nouvelles. Piaget nous dit d'ailleurs que l'intelligence est une adaptation. Et effectivement, cette nécessité de restructurer va amener les élèves à s'adapter, à arriver à une équilibration entre le nouveau et l'ancien des connaissances. Pour Piaget, l'intelligence est adaptation. Alors sur ce schéma, en termes beaucoup plus savants, puisqu'on parle de schème, le schème est une organisation invariante de l'activité humaine, selon la psychologie du développement, on peut définir l'assimilation, mais cela revient au même, et l'accommodation de la manière suivante: assimilation, intégration des données du milieu dans des schèmes antérieurs, c'est-à-dire dans des organisations invariantes de l'activité qu'on possède déjà. Donc le milieu va enrichir le sujet, ou alors on est dans une modification avec l'accommodation, dans une modification des schèmes en fonction des données, et donc l'organisation invariante de l'activité humaine se trouve donc modifiée, l'objectif étant toujours de retrouver une équilibration. Alors, j'ai dessiné un schéma d'apprentissage qui permet de résumer ce qui peut paraître un petit peu compliqué, puisque les sciences cognitives, bien souvent, c'est un sujet nouveau pour la plupart d'entre vous. En fait, qu'est-ce que nous disent ces sciences très simplement? C'est que l'on passe de quelque chose que l'on connaît pas vers quelque chose de connu et reconnu. Finalement, c'est à cela que sert toujours une séance d'enseignement-apprentissage. C'est mener les élèves de quelque chose qu'ils ne connaissent pas, ou qu'ils méconnaissent, ou qu'ils connaissent mal, ou qu'ils connaissent partiellement, vers quelque chose de connu et reconnu, le savoir partagé par une communauté. Donc, vous voyez le suivi de mes flèches, à partir du petit nuage du bas, les connaissances de sens commun, les stéréotypes, les représentations, les connaissances en actes, les manières de faire, etc., etc. Le monde du concret, qui est lié au monde du concret, on part de là, d'où la nécessité de faire rapidement accoucher les élèves en début de séance de ces représentations initiales, de ces conceptions initiales, de ce qu'ils savent ou de ce qu'ils ne savent pas. On est dans le monde concret, et l'objectif va être progressivement d'avancer vers un monde plus abstrait, du connu, reconnu, c'est-à-dire le savoir partagé par une communauté. Pour cela, on va passer de l'expérience, savoir qui sont les savoirs opérationnels, savoirs d'action, d'une phase concrète, vers l'expérimentation, dans une phase active de recherche, c'est-à-dire faire manipuler, exercer, tester les élèves. Passer de l'expérience à l'expérimentation, c'est important. L'expérience, ça serait montrer. Mais montrer un savoir, finalement, c'est comme si on allumait un téléviseur. L'enfant, il va rien voir de plus que ce qu'on lui montre. Il va pas chercher à apprendre avec lui, dans le sens réel d'apprendre, c'est-à-dire s'approprier, faire de sorte que ce qui est en train de se construire m'appartienne et que je le comprenne et que ça fasse partie de mon nouveau monde. D'où cette nécessité d'une phase active de recherche et donc d'expérimentation.
Parce qu'après l'expérimentation, cette phase active de recherche, vient une phase réflexive, d'observation, où il va falloir analyser, raisonner, découvrir, saisir, à partir de ce qui s'est passé en cours d'expérimentation. De façon à évoluer vers une phase abstraite, c'est-à-dire la dimension épistimique, la dimension scientifique du savoir. Alors bien sûr, vous voyez ces carrés orangés nous font passer donc de différents états de pensée, des états de pensée intermédiaires, des registres et des dimensions intermédiaires. On va passer d'une dimension à une autre. On va un petit peu, comme les behavioristes, franchir des marches progressivement, mais de manière guidée et volontaire.